Nous sommes le 10 octobre 2019. Vous écoutez La Route du Chemin, la radio libre des cannes à sucristes, épisode 4 en direct de Quito. Eh bien, bonsoir à tous, bonjour. C'est le problème des podcasts, on ne sait jamais si on dit bonjour ou bonsoir. Je suis aujourd'hui pour cet épisode 4 avec mes camarades, donc je sais pas qui commence. Les anciens peut-être ? Salut. Salut Xavier, quelle surprise. Bah ouais. On est aussi avec le retour d'Alexandre. Ouais, salut Benjamin, salut Xavier. Salut Alexandre, et un petit nouveau pour cet épisode exceptionnel, le spécialiste du sujet du jour. Oui, spécialiste d'horreur Arkham notamment. Salut à tous, c'est Devast, Benoît pour les intimes. Salut Benoît, salut Devast. Est-il encore utile de préciser que Devast a un doctorat en horreur archamologie? Un doctorat en Lovecraftologie, voilà, il a obtenu à Miskatonic. Exactement. Donc un programme, vous allez le découvrir en live, je ne le dévoile plus à l'avance, ça permet de quelques surprises. Nous allons aujourd'hui en direct de Quito, on a eu un petit souci, on est resté bloqué à l'aéroport. J'espère que ça a l'air un peu agité là ces temps-ci. Bon là on est dans une pièce, ça tape à la fenêtre. Le temps est dégueulasse. C'est pourri, ouais. L'essence est hors de prix ici. On a eu vraiment beaucoup de mal à rejoindre l'aéroport. Et j'espère que ça se débloquera parce que le rhum est pas terrible ici. Bon, on va dire qu'il pleut plutôt pour l'instant de la flotte et des pierres que du rhum pour l'instant. Ouais, pas terrible. Enfin, pour l'instant, des cas de destination, c'est un peu la pire de toutes pour l'instant, de loin. Voilà, et on salue nos amis péruviens ou je sais plus, c'est équatoriens, je crois. Équatorien. Ouais. Bonjour au Machicambos. Xavier, c'est le moment du point route du Rhum, puisque le week-end arrive à grands pas. Le point route du Rhum, effectivement, le week-end approche, on est prêt, on est carrément prêt. Première news, on a commandé la bouffe, donc ça on vous a déjà annoncé quels allaient être les plats. C'est commandé, c'est officiel, maintenant on va s'attaquer aux autres points. Et d'ailleurs, on peut faire une annonce, je crois, Benjamin. Je crois qu'on a une surprise à annoncer, ouais. Quelque chose qui va faire plaisir à tous ceux qui boivent de l'alcool. Ouais, c'est un petit peu ça le principe. On a booké un peu plus que prévu les participations. On est une trentaine là, actuellement. Et du coup, on annonce que la bière sera offerte par l'asso. Oh, bravo. Voilà. En vrai, offerte par vos paf, mais ça fait plus classe de dire que c'est l'asso qui offre. C'est ça. Donc on partira sur 3 fûts de 30 litres comme l'année dernière. D'expérience, on sait que c'est largement suffisant. Je suis pas encore fixé sur quelle bière on va prendre. Soit ce sera la même que l'an passé, soit je vais peut-être tenter d'aller goûter celle du concurrent qui est à peine plus chère, mais on verra si elle vaut le coup ou pas. On vous tiendra informé. Donc ça, c'est le premier cadeau de la soirée. Et le deuxième, je sais pas si on peut vraiment parler de cadeau, c'est juste utile. On a rédigé la feuille de route, on espère vous l'envoyer dans la semaine. C'est pas impossible qu'elle change encore légèrement, mais vous serez tenu informé de toutes les grandes modifications. Grosso modo, dedans, on aborde quoi ? On aborde les horaires d'arrivée, donc ça, je peux être précis là-dessus. Globalement, ça va pas être tôt. Faut s'attendre à une prise du gîte vers 18h30. Le jeudi 31 octobre. Hein. Le jeudi 31, tout à fait. Le jeudi soir. Donc voilà, on montre une petite photo de la porte d'entrée pour que vous puissiez trouver facilement. Il y a l'adresse, il y a également un petit plan qui vous montre que la gare de Bléré est juste à côté, à 500 mètres. On fait un petit rappel sur le règlement. Moi, j'ai eu la proprio cette semaine au téléphone qui était en panique parce que le week-end dernier, il y avait des jeunes de 20 ans qui ont un petit peu fait la fête et il y avait des plaintes du voisinage. Alors, juste à titre d'information, j'insiste dessus, une plainte du voisinage, telle que c'est écrit dans le bail, ça leur donne le droit d'encaisser notre chèque de caution. Donc on aimerait éviter. On n'a juste pas les moyens d'assurer la caution.
C'est ça ou la bière, donc je vous propose de... Ouais, c'est même si c'est ça, il y aura pas de bière et en plus tout le monde va mettre la main au porte-monnaie. Enfin, les fautifs mettront la main au porte-monnaie parce qu'on. Après, on n'est pas une soirée musicale avec DJ et compagnie. Je sais que ça va bien se passer, tout à fait. Autre info dedans, on va parler des tâches ménagères. Donc, on a fait un tableau de référence avec, c'est la petite tradition. Chacun doit passer en cuisine ou au service au moins une fois dans le week-end. Donc, le tableau a été fait. Le tableau pourra être changé. C'est-à-dire que nous, quand on va arriver sur place, on va l'écrire sur un tableau blanc et ceux qui veulent aller changer leur place avec d'autres personnes parce qu'ils sont plutôt couche-tard, lève-tôt, machin, on pourra le faire, il n'y a pas de souci. La petite nouveauté sur le planning des tâches ménagères, c'est que à chaque journée, on a attribué un référent. Il y a toujours des gens qui se disent où est le café, qu'est-ce qu'on doit cuisiner ce soir, et là vous saurez vers qui elle est. Globalement, les références, pas une surprise, ça va être Amaury, ça va être Émilie, ça va être Benjamin et ça va être moi-même. Je crois que dans les informations importantes, c'était quand même dans les pensées à prendre, draps, sac de couchage, oreiller. Tout à fait. C'est dans les choses qu'il faut penser à prendre. Tout à fait. Les lits sont nus, il n'y a pas de forfait ménage et ils insistent vraiment pour qu'on prenne draps, oreiller. Enfin, oreiller, c'est vous de voir, quoi, mais draps, sac de couchage obligatoire. Et évidemment, c'est pas inscrit dans le planning des tâches, mais par chambrée, vous serez responsable de laisser la chambre propre en partant. Voilà, donc interdit de faire caca par terre, par exemple, sans nettoyer. Oui, c'est ça. À partir du moment où on nettoie bien, on peut être ouvert d'esprit. Hein. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour sur le point Route du Rhum ? C'est dans 3 semaines. C'est dans 3 semaines. Putain, ça va bien vite. C'est la fête. Du coup, il faut que je réserve la bière. Parce que je l'ai annoncé, mais petit détail. Pensez à vos petites bouteilles de rhum aussi à ranger, que vous avez préparées toute l'année. Ce que je peux préciser, c'est qu'en fin de feuille de route, on a mis les numéros utiles. Donc, si vous n'arrivez pas, si au dernier moment vous avez un souci, faut qu'on vienne chercher à la gare, etc., c'est mieux de le signaler avant. Mais en cas de moindre pépin, il y a nos numéros de téléphone sur la feuille de route. Donc, notez-les, enregistrez-les. Et s'il y a besoin. Si vous avez brassé votre propre bière, je pense que c'est aussi le moment de venir avec un petit échantillon, ça peut être sympa. Ça peut être intéressant parce que justement, j'ai fait 2 brassins il y a pas longtemps et il y en a un qui est complètement raté, limite imbuvable, et il faut que je les coule. Très très bien. Une amertume et d'une astringence comme je ne l'en ai jamais vu. Alors, si vous avez des bières imbuvables, je suis très fan moi, de ce genre de fécond, donc on vous verra. n'êtes pas obligé. Alors moi j'arrive à la boire, mais pour être honnête, elle est particulière, quoi. 250 grammes de houblon Dry Hopping, c'est un petit peu. Il y a à boire et à manger, quoi, en fait. Non, il n'y a pas à manger, elle est bien filtrée, mais ouais, tu sens un goût de verdure, comme si t'as un goût de bière et juste après t'as un goût de la pelouse que tu viens de tondre. C'est intéressant. Alors Xavier, si tu veux apprendre à faire ta propre bière, si tu veux apprendre à faire ta propre bière, Xavier, je vais te diriger vers le 2e épisode de la Route du Rhum. D'accord. Auquel tu as participé. D'accord. Qui te permettra d'apprendre en toute sécurité. J'ai écouté ça. Du coup, on l'écoute et c'est bon, on sait faire, c'est ça? Putain, j'ai dit le 2e, mais je sais même pas si c'est. Ouais, je crois que c'est le 2e. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'on est chaud pour le cœur du sujet, le cœur du débat. Musique d'ambiance. Musique d'ambiance. Donc on a un invité spécial, Benoît, qui nous a rejoint pas pour rien, puisque nous allons parler de Lovecraft et de plus spécialement la gamme de jeux horreur à Arkham. Tekeli. Tekeli. N'est-ce pas? Tekeli. Effectivement, parce que qui dit Horror Arkham dit l'univers de Lovecraft. Sur quoi on va se baser, sur quoi vont se baser les jeux. Il y a eu 3 jeux quand même. La V1 qui est sortie en 87, et puis après on a eu en 2005, et là on vient d'avoir une V3 l'année dernière avec pas mal de nouveautés quand même. Et corrige-moi si je me trompe, je crois qu'en 87 tu jouais déjà la première version. Alors écoute, je vais pas te mentir, peut-être dans une autre dimension, je ne sais pas, mais j'avais pas cette chance. D'ailleurs, elle est assez introuvable. Hein. Si quelqu'un l'a à la Route du Rhum, faut venir me voir pour qu'on en parle.
Ouais, elle est introuvable. Moi, j'ai cherché aussi en occasion, en site d'enchères, c'est introuvable, et même à vil prix, hein, on ne trouve rien du tout. Donc si vous trouvez ça en brocante, n'hésitez pas, on se démerde après. Il n'y aura pas de bière l'année prochaine, mais il y aura Horror Arkham V1. Ouais. Alors, sur Horror Arkham, il y a un truc particulier, c'est que c'est une adaptation dans l'univers de Lovecraft, mais c'est un petit peu plus que ça, parce que en fait, au fil des jeux, et pas uniquement d'Horror Arkham, FFG, donc Fantasy Flight Games, l'éditeur, a plus ou moins construit en fait son propre univers qui serait plus ou moins un spin-off de l'univers de Lovecraft au final. Tout à fait. Alors à la base, on peut rappeler effectivement ce que c'est que Lovecraft pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers et tout, qui n'ont pas approché les jeux. C'est des nouvelles qu'il a écrites, qui sont des nouvelles de style horreur fantastique, qui se passent principalement dans les années 20, les années 30, c'est une époque dont il était contemporain, et qui vont mettre de manière assez, je vais parler assez généralement, on va dire que des personnages vont être confrontés à des événements tragiques, le décès d'un proche, des événements surnaturels, ils vont se mettre à enquêter. Ils vont être amenés à découvrir des choses qui finalement ils n'auraient plus jamais aimé découvrir, et des cultes secrets, des créatures surnaturelles. Ils vont être confrontés à des choses qui vont les dépasser en fait. Et à la fin, ils meurent. Et à la fin, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. C'est beaucoup plus rigolo. Exactement. C'est un des thèmes. Il y a certaines où ils sont retrouvés en fait par d'autres témoins. De la dernière stat que j'ai lue, il y en a quand même 60% qui meurent. Oui, c'est clair. Non, ils meurent beaucoup, ils deviennent fous. Incroyable. En fait, vas-y, Benoît, je t'en prie. En fait, c'est un des thèmes forts, effectivement, la folie, la perte de santé mentale, quand ils sont confrontés au mythe. Et en fait, c'est quand ils vont prendre conscience que la réalité dans laquelle ils vivent est tout autre, c'est en dehors des compréhensions humaines et même de l'action humaine. Généralement, c'est à ce moment-là que la perte de santé mentale intervient et on parle de folie, et les hommes, en voyant une créature du mythe, perdent la raison directe, etc. Parce qu'en fait, donc là on est au niveau du mythe de Lovecraft, donc Lovecraft a créé, ce qui va être décliné derrière par d'autres auteurs et repris, mais au tout début on est vraiment sur l'indifférence cosmique et l'incompréhension en fait du monde dans lequel on vit. Tout à fait. Du monde en sens cosmologique. Donc en fait, on a... Et à cause du mythe, qui est vraiment assez exceptionnel dans Lovecraft, c'est que tu as énormément de descriptions sur de l'indicible. Oui, tout à fait. En fait, c'est pas descriptible, c'est pas quelque chose qu'on peut illustrer, mais pour autant, le simple fait de l'appréhender en fou. En fait, parce que c'est beaucoup autour de l'inaptitude de l'homme en fait à comprendre cette réalité, et c'est ça qui le rend généralement fou. À décrire également dans la description, il est très clair que ce sont des formes inabordables. Et il y a le côté, c'est très très matérialiste, le côté aussi où l'homme en fait n'est rien du tout, et éventuellement s'il y a des puissances cosmiques, elles n'en ont rien à faire de lui en fait. C'est ça. Et là on parle des grands anciens, c'est effectivement un élément fondamental de Lovecraft. Il a créé une sorte de mythologie avec des grands anciens. On pense bien sûr à Cthulhu qui est celui qu'on connaît le plus. C'est des entités extraterrestres voire cosmiques qui ne répondent pas aux lois physiques, du temps et de l'espace, et qui sont dans l'ombre complètement des humains, et qui à travers des cultes ou des rêves que pour Cthulhu par exemple vont influencer les humains présents sur Terre, avec l'objectif de revenir sur Terre et de semer le chaos et reprendre ce qui leur appartient en fait depuis avant que l'homme existe. D'ailleurs, à cause du mythe, vous ne verrez jamais un seul investigateur en pull vert. Oui, forcément. C'est des grosses mythes en plus. C'est des grosses mythes, ouais. On peut citer peut-être quelques références, mais l'appel de Cthulhu, forcément, en 1926, donc a été publié dans Weird Tales, donc c'était des fanzines, des magazines de science-fiction horreur aux États-Unis. Tout à fait. Moi, je citerais La couleur tombée du ciel, que je trouve vraiment excellente. Il y a d'ailleurs une adaptation en film là, qui est sortie ou qui va sortir. Et on parle d'Arkham d'ailleurs. Avec Nicolas Cage. C'est vrai ? Oui. Ah merde. D'accord. Il a abandonné John Wick et puis il est parti sur ça. Nicolas Cage a joué dans un autre film très Lovecraftien. Je me rappelle plus comment il s'appelle. D'ailleurs, The Wicker Man, je crois. The Wicker Man, exactement. Ouais. Moi, je le trouve plutôt pas si mal que ça dans l'esprit. Ouais, je me suis trompé. C'est pas John Wick en fait. C'est un peu.
c'est un peu bis The Wicker Man, mais et puis il en fait des caisses, mais c'est vrai que c'est très Lovecraftien. Ouais, tout à fait. Alors, d'ailleurs, pour info, si jamais vous êtes fan aussi de la version, on va dire, radiophonique, il y a un podcast France Culture sur justement la couleur tombée du ciel. Effectivement, c'est une émission, je crois, qui fait des versions radiophoniques de romans, et ils ont fait plusieurs adaptations de Lovecraft, et la couleur tombée du ciel est assez exceptionnelle en termes de mise en scène sonore. Et DF1 en 96 parlait du mythe de Clou-Clou aussi. C'est vrai. Dans vos romans préférés, moi j'ai Les Montagnes Hallucinées, qui est peut-être. Moi j'ai envie de dire. En 1931, donc c'est assez tardif parce qu'il est décédé, je crois, en 32 ou en 33. Oui. Et là, on est dans un roman d'aventure en fait, d'horreur, et qui touche un peu à des choses qui sont plus centrées sur l'homme. Donc c'est assez différent du reste de son œuvre, mais moi c'est vraiment une œuvre que j'apprécie particulièrement et que je vous recommande. Vous avez peut-être vos préférences? Moi j'ai envie de dire le cauchemar d'Innsmouth, parce que dès le début on tombe dans la paranoïa et la peur et l'horreur. On s'ennuie pas, c'est-à-dire que vraiment l'histoire se lance dès le début. On a envie de dire à l'étudiant qui se rend à Innsmouth, mais non, on n'y va pas, moi je sais, mais c'est trop tard. Il y va et ouais, on touche aux grandes lignes, pas caricaturales, mais très connotées Lovecraft, c'est-à-dire les profonds, Innsmouth. L'ambiance pour moi est vraiment géniale. Ouais, c'est clair qu'il est assez synthétique de son travail, La Malédiction d'Innsmouth aussi, 1931. Je suis un peu monsieur encyclopédie. Et puis j'aime bien l'Abomination de Dunwich également. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Ça, c'est vraiment le grand classique aussi. On parle de l'université miskatonique dans l'Abomination de Dunwich. Mais moi, un dessous que j'apprécie particulièrement, c'est La couleur tombée du ciel dont tu as parlé. Je trouve que l'ambiance, alors l'écriture, on en parlait, d'écrire l'indicible, c'est exceptionnel. On est sur une couleur. D'accord, on n'est pas sur quelque chose de tangible dès le début. Et je trouve ça super. Bon, et puis moi, je citerai en dernier Chuchotement dans la nuit, qui est pas mal aussi. Qui est aussi en podcast, d'ailleurs, si ça vous intéresse. De la même façon, c'est bien. Et j'avais noté dans l'Abîme du temps, dans ceux que j'aime bien, et qui est vraiment un des derniers, 1935, ça doit être proche de sa date de décès, et qui est un mélange en plus de failles, enfin de trucs temporels. Et d'échanges de personnalités, c'est très science-fiction aussi. Voilà. Tout à fait. Et puis si on veut être juste, faut aussi signaler que toute la production Lovecraft est assez inégale. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et on mésestime aussi les autres auteurs qui ont plus ou moins poursuivi son œuvre, qui sont aujourd'hui complètement assimilés à ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, qui ont écrit des trucs très chouettes aussi. Ouais. Alors du coup, c'est effectivement. Alors Lovecraft, ça a été un auteur extrêmement influent. Parce qu'il est vraiment, il a produit des choses, mais il est mort quasiment dans l'oubli. Enfin, personne le connaissait. Ou il commençait juste en fait à percer. Il était déjà très influent auprès des auteurs de sa génération. Il a eu des relations épistolaires avec des auteurs, notamment Clark Ashton Smith, Robert Howard qui a écrit Conan. C'était des amis qui s'écrivaient en permanence. Après, donc on parle de mythe de Cthulhu, mais en fait c'est le mythe, ce qu'on a décrit pour l'instant. On est vraiment sur Lovecraft. Après, on a certains auteurs qui viennent en fait un petit peu compléter ce mythe-là. Il y a Derleth, donc un auteur important qui a complété. Je sais pas, Benoît, si tu veux en parler un petit peu de Derleth, qui prend la suite en fait un peu de. Oui, tout à fait. Il prend la suite, et puis surtout lui, il aborde plus le côté manichéen des choses, c'est-à-dire qu'il va mettre un peu alors c'est discutable, mais il va mettre en opposition un peu les forces des grands anciens avec d'autres entités, et il recrée un petit mini panthéon qui viennent un peu apporter de l'espoir à ces investigateurs, ces enquêteurs, etc. Ouais, il rajoute des choses aussi comme il lie les entités à des éléments, l'eau, le feu, etc. Et effectivement, c'est plus, on est plus sur un panthéon un peu concret et vraiment ce truc un peu manichéen qui est pas vraiment Lovecraft quoi. En fait, il vient vraiment compléter l'univers avec sa sauce. Donc Derleth. C'est un point que je voulais pas dire. Tu vois, c'est un peu le point.
ça a été beaucoup repris dans la culture pop, et il y a beaucoup de choses qui actuellement, enfin c'est pas parce que t'as des monstres avec des tentacules que t'es dans du Lovecraft. Cthulhu, c'est devenu un produit, malheureusement, faut le dire, un produit dérivé comme les autres. Ouais. C'est devenu une icône de la pop culture, on le voit partout, des fois pour le meilleur et pour le pire. Dans le meilleur, j'ai quand même envie de citer le dessin animé Scooby-Doo, où il y a le professeur Hatecraft qui fait 2 apparitions dans l'épisode 112 et dans l'épisode 125. Moi, je suis tombé dessus par hasard, ça m'a tenu jusqu'au bout. Après, donc, là, on a Robert Bloch, donc l'auteur de Psychose, du roman Psychose, qui a été adopté par Hitchcock, qui a ajouté des choses, le visiteur venu des étoiles, celui qui hantait les ténèbres, donc a ajouté des choses importantes. Clark Ashton Smith, lui, derrière, il a ajouté tout ce qui est sorcier, culte, il en a mis un paquet, des démons, des vampires. Et il a gardé le côté civilisation perdue et oubliée, donc on reste toujours sur l'impact de Grand Ancien sur la civilisation humaine, qui n'est pas du tout Lovecraft d'origine. Et enfin, le dernier peut-être influent qui a ajouté des choses, c'est Hoffman Price, La Clé d'Argent. Donc là, c'est plutôt sur ce qui est monde onirique, donc Kadat, l'inconnu, tout ça, c'est des ajouts plus tardifs et en fait qui ont été unifiés par ensuite le jeu de rôle. Je pense que le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, donc 81, de Petersen, Sandy Petersen, qui fait un travail en fait d'unification de tous ces trucs et qui homogénéise pour le jeu de rôle. Et en fait, le mythe de Petersen, donc c'est quasiment encore autre chose que le mythe de Cthulhu, le mythe de Lovecraft. C'est vraiment le jeu un spin-off. Le jeu de Cthulhu, c'est vraiment ma première grosse claque de rôliste. J'y jouais avant de jouer à Cthulhu, mais Cthulhu, j'avoue, c'est un gros marquant moi dans ma vie de rôliste. Ouais, mais Petersen, c'est vraiment lui qui va tout mettre, il va tout écrire sur un même pied d'égalité avec une grosse cohérence. Sandy Petersen. Alors Sandy Petersen, c'est marrant parce que c'est un gars qui a fait aussi du jeu, enfin qui a bossé chez id Software en jeu vidéo et qui était game designer sur Doom et Quake, les premiers. Et ça se sent en fait si vous avez joué à Quake ou Quake 2, vous avez des monstres en fait qui sont quasiment du panthéon de Lovecraft. Aujourd'hui, complètement. Je te rejoins, que ce soit dans la bande dessinée, dans le cinéma, on voit l'influence cthulhienne, Lovecraftienne arriver partout. J'ai envie de citer même les films de Guillermo del Toro où on voit en filigrane que c'est un fan absolu. Revoyez Hellboy, c'est clair, c'est clair. Évident. Ouais. Donc on arrive en fait sur ce mythe de Petersen et ce jeu en fait horreur à Arkham, parce que c'est un peu le sujet du jour quand même. La V1 en fait qui est, je pense, un peu une adaptation de ce mythe de Petersen avec une chasse aux monstres en fait dans Arkham, et on a essayé de brasser un peu tout ce qui existe dans cette culture Lovecraft, dans ce mythe de Petersen. Alors juste pour dire un petit peu sur la ville d'Arkham, effectivement, Lovecraft a déjà beaucoup évoqué la ville d'Arkham avant dans ses écrits. C'est lui quand même qui l'a créée. C'est une ville imaginaire de Nouvelle-Angleterre. Il en a fait un plan, tout à fait. C'est une ville de Nouvelle-Angleterre, imaginaire, je précise, dans l'état du Massachusetts. Oh, c'était pas facile. Et c'est la côte est nord-est des États-Unis. Il a inventé aussi le fleuve qui va avec, c'est-à-dire le fleuve Miskatonic, qui a donné le nom à l'université Miskatonic qu'il a inventé. Et cette ville particulièrement sombre, quand il le décrit dans ses nouvelles, avec ses toits mansardés qui ont abrité des sorcières, où il y a des légendes macabres qui circulent, où il se passe toujours des événements étranges, etc. Cette ville apparaît dans pas mal de ses nouvelles, avec des lieux assez emblématiques à chaque fois, et ces lieux on va vraiment les retrouver dans le jeu, dans la V1, et dans la V2 et dans la V3. Donc la V1 c'est 87, je vous ai dit 80, ouais, c'est 87. Et FFG en fait en 2005 ressuscite carrément le jeu parce qu'il a été oublié de beaucoup, j'imagine, et 2005 il sort une V2 sortie de nulle part et qui va être en fait le point de départ de toute une gamme de jeux qui vont en fait partager un peu le même univers. Ils vont développer des héros, ils vont développer des antagonistes et des histoires qui sont inspirés des grands récits de ce mythe de Lovecraft et de ce mythe de Cthulhu. Il faut remettre les choses dans le contexte, parce que Horror Arkham, on parle d'un gros jeu, un jeu qui dure combien de temps de vaste à peu près, en moyenne, avec des joueurs avertis. T'as 4 joueurs au taquet. Alors la V2, c'est vrai que on est entre 3 et 5 heures.
Ouais, j'ai envie de dire 5 heures. Je vais dire 5 heures. La V1 est sortie quand ? Oui. La V1 est sortie quand ? En 87. En 87, c'est-à-dire que déjà en 87, les mecs ils avaient sorti un jeu narratif avec un gros système bien lourd qui a évolué depuis. Mais ouais, quelque part c'est un peu le précurseur. À l'époque, il y avait quoi comme jeu ? Il y avait Monopoly, La Bonne Paye, Risk peut-être. C'est vrai que 87, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il est un peu. Mais Faut aller ça voir doit du être un côté ovni, des quoi. fleux. Et effectivement, oui, non, c'est dans le genre. C'est Tu un vas jeu pas de au fans fin pour fond les des fans. fleux, Il y avait c'est déjà des compliqué. fans à l'époque. Quoi. C'était une nouveauté en plus. Enfin, c'était une nouveauté. Il y avait peu de jeux qui étaient vraiment coopératifs à ce moment-là. C'est un jeu qui joue de 1 jusqu'à 8 joueurs. Effectivement, pour en parler un peu de la V1, c'est déjà une grande carte d'Arkham avec des cases qui font un parcours dans la ville. Sur certaines cases, t'as les lieux d'Arkham qui sont dessinés. Et on a déjà... Enfin, la V2 a pris énormément de la V1. Ah bah tu vois le squelette, ouais, tu vois où il a été. C'est objectif, fermer tous les portails. Voilà. Donc ça, on a la base qui va être suivie après dans la V2. Si tu as trop de portails ouverts, portails sur les autres mondes, hein, parce que en fait, pour situer les jours à Arkham, c'est un grand ancien qui va chercher à arriver sur Arkham, qui va ouvrir des portails, qui va lancer ses sbires sur Arkham, et les joueurs vont incarner des investigateurs qui vont chercher à contrer le Grand Ancien, soit effectivement en fermant le portail, soit en affrontant le Grand Ancien. L'affrontement avec le Grand Ancien n'existait pas encore dans la V1, même si on pouvait rencontrer des Grands Anciens sur le plateau. L'objectif, c'était vraiment de fermer les portaux. Et de fermer les portails évidemment, de fermer les portails et de Non, voilà. non, assume jusqu'au bout. En partie, on dit des portos. Et en Tout le monde partie, aime les ouais, portos. c'est vrai, en partie on dit les portos. Et par contre la défaite, bah, c'est ce qu'il y a eu aussi dans la V2, c'est-à-dire que tu as trop de portails ouverts en contrepartie ou en même temps. Donc tu avais une échelle, au fur et à mesure que tu ouvrais un portail, tu remplissais l'échelle. Quand l'échelle était remplie, tu perdais. Donc c'était direct. Si jamais il y avait trop de portails ouverts sur le plateau, tu perdais aussi. Le jeu était en 2 phases à ce moment-là. Tu avais une phase investigateur, mouvement, combat, rencontre, et tu avais aussi les autres mondes qui étaient déjà présents, comme sur la V2, en bordure de plateau. Et tu avais une phase de mythe après, où tu avais les portails qui s'ouvraient, les mouvements des monstres. Et donc voilà, on retrouve énormément d'éléments qui vont reprendre dans la V2, en mettant un niveau après sur la V2, un niveau qualitatif du matériel assez incroyable aussi. Hein. Ouais, et sur la V2, donc la V2 développe aussi le côté aventure, je pense, qui était moins présent dans la V1, avec toutes les rencontres et le développement des lieux et de ce qui peut s'y... Parce que pour moi, c'est un peu ce qui est magique dans cette V2, c'est qu'on vit réellement une aventure collaborative qui est désespérée, parce qu'en fait, on essaie de fermer des portails qui ne font que s'ouvrir en permanence. Oui, Et on joue contre le jeu qui va un peu plus vite que nous et on essaye de... Ouais, on a quand même des moyens, il y a un petit côté Si on est hasard. parfaitement honnête avec ceux qui nous écoutent, fermer les portails, c'est un objectif certes, mais quasiment irréalisable. Ça nous permet surtout de temporiser l'arrivée du Grand Ancien. C'est peut-être l'objectif le plus simple, parce que l'affrontement du Grand Ancien est quand même quasiment désespéré, mais même la poursuite vers les portails est désespérée. En fait, c'est un jeu qui est complètement dans l'esprit de Lovecraft de ce point de vue, qui est une quête désespérée et qui en fait vivre une aventure qui de toute façon va juste mener à la perte parce qu'on n'est rien face à cette horreur. C'est le genre de jeu où on va passer 2 points de tour, tout va très bien se passer et d'un coup on va décrocher sans avoir compris pourquoi et on va ramer tout le long de la partie. il y a un effet d'emballement, ouais. Ouais, c'est ce qui permet je pense, d'un point de vue mécanique, de simuler l'horreur Lovecraftienne, quoi, le côté implacable. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça peut les laisser perplexes de nous voir jouer inlassablement à ce jeu. 5 heures d'affilée. Mais je pense que c'est ça que j'aime. Franchement, ça nous fait vivre quand même des aventures assez différentes à chaque partie. Et on retrouve cet univers familier et à la fois qui nous broie à chaque fois. Le système est lourd, etc. Mais c'est un jeu d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va se raconter une histoire. À l'essentiel du jeu, on va lire des petites cartes qui vont décrire la situation, qui vont nous faire vivre une histoire. C'est ça qui est cool aussi. Alors Benoît, c'est un jeu, qui va vivre pendant des années en fait chez FFG. Hein. Ouais. Je voulais dire juste qu'effectivement la quantité de matériel était hallucinante sur cette V2, même dans la boîte de base, t'avais vraiment de quoi avoir à chaque fois une partie différente. Et alors après avec les extensions c'était incroyable parce que il y a des fans qui achètent tout.
jusqu'en 2012. Donc, Sauf une boîte. On en parlera pendant tout à l'heure. 7 ans, ils vont sortir des extensions. Donc il y a 3 extensions plateau, Dunwich, Kingsport et Innsmouth, qui s'ajoutent au plateau d'Arkham. Et donc on peut jouer avec toutes les extensions, hein, c'est complètement délirant, ouais. mais il y a 4 extensions thématiques, donc juste avec des cartes, Pharaon noir, Roi en jaune, Chèvre noire des bois et Rôdeur sur le seuil. Donc à chaque fois on retrouve les grands classiques. Et ils ont sorti en 2012 une extension d'extension. Donc Xavier va nous parler. Ouais, c'est ça, c'est l'extension pour les réunir tous en fait. Miskatonic. C'est ça, c'est la seule extension que j'ai décidé de ne pas acheter. Alors, J'attends que The Last me l'offre en fait. Et en fait, c'est une extension qui vient ajouter des cartes à toutes les extensions. Ça, pourquoi je l'ai pas acheté? Parce que moi j'ai acheté toutes les extensions, monsieur. J'ai customisé ma boîte de base pour que presque tout le jeu rentre dans une boîte. Et là, ces connards, ils te sortent l'extension où il faut rajouter plus de matos, ce qui fait que tu peux pas le ranger dans ta boîte de base. Non, pour être honnête, elle est sûrement super sympa pour ceux qui jouent beaucoup. Je pense qu'on fait partie des joueurs qui jouent pas mal quand même. Mais avec des extensions classiques, on va dire, on a largement de quoi manger pour plus d'une vie sur Il y en a Euronet. beaucoup, il y en a beaucoup plus. Effectivement, que prévu. quand tu joues à la route du Rhum, de toute façon, quand on fait une partie, même avec des gens expérimentés, on aime bien se mettre une extension, voire une grosse qui rajoute un plateau et une petite, mais on va pas s'en mettre 40 non plus. Faut que ça reste jouable, quoi. Ouais. Il faudrait un jour qu'ensemble on se lance la campagne quand même. Moi j'en ai fait un bout, c'est vraiment sympa. Alors, Ouais, vas-y Benoît. non, mais effectivement, la V2 en fait de base, tu n'as pas de campagne en fait. Tu joues sur un paquet de cartes en fait où chaque extension va te rajouter des cartes dans ce paquet plus des mécanismes. Mais c'est peut-être un des reproches qu'on pourrait faire à cette V2, c'est qu'en fait tu n'as pas de scénario. Tu pioches ton grand ancien au début qui va te donner une influence sur le plateau quand même. C'est ça. Et tu auras des paquets de cartes qui vont être des gros decks à force parce que tu vas te rajouter des cartes à chaque extension que tu vas ajouter à ton jeu. Mais c'est vrai que tu n'as pas d'aspect scénario. Donc peut-être tu peux nous en parler sur cet aspect campagne. Moi, j'ai pas fait personnellement de campagne sur la V2. Tout à fait. Mais justement, la campagne rajoute un côté scénario. C'est-à-dire que chaque partie a un thème, chaque partie impose. Alors c'est fait pour ceux qui ont toutes les boîtes, on est d'accord. Chaque partie impose un set de boîtes et il y a un fil rouge en fait. Et puis il y a des règles particulières à chaque partie qui vont rajouter au côté narratif du jeu en fait. Et c'était entre guillemets non officiel. C'est qui alors publie ça c'est quand même assez officiel. Hein. Je pense que c'est D'accord. Edge qui a sorti ça. Ils ont lancé leur campagne. Il n'y a pas eu des tournois, mais si il y a une sorte de tournoi avec un système de points que les gens pouvaient faire et envoyer alors c'était basé sur le fair play et les déclarations évidemment. Nous on l'a fait entre nous, entre potes, sans rien envoyer à Edge. Moi je le conseille, c'est quelques feuilles A4 imprimées avec des petites surprises, des nouveaux héros, des nouveaux PNJ qui vont nous suivre, nous aider et nous faire chier un petit peu aussi, il faut le dire. Et ça donne lieu à des situations qu'on ne voit pas si on joue que au jeu de base. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un petit écueil peut-être sur le jeu, c'est que effectivement les extensions vont donner une couleur un petit peu à l'aventure, mais c'est pas évident qu'on tombe sur, si on joue par exemple avec Innsmouth, l'horreur d'Innsmouth, on va pas forcément tomber sur ces événements-là, c'est dilué dans le jeu. Alors ça fait que la partie est variable et il y a des surprises, mais ça fait aussi que on peut faire des parties entières sans tomber sur cette coloration qu'on aurait souhaité. Tout à fait. Et effectivement, je pense que si c'est Edge effectivement qui a pris la main sur ces campagnes, c'est à mon avis, ça pressentait la V3, dont on va parler dans pas longtemps, mais qui est beaucoup plus axée sur les scénarios. C'est ça. Peut-être sur les écueils aussi, il y a, comme toujours chez FFG, une organisation des boîtes du rangement complètement inexistante. Ah oui. Donc ça c'est cataclysmique comme d'habitude avec il y a rien qui est prévu malheureux, pour à l'ère du thermoformage sur des jeux comme ça, c'est malheureux. Il y a rien qui est prévu et du coup rangement maison obligatoire. Après, deuxième écueil qu'on pourrait citer, c'est la complexité des règles. Parce que même si tu joues avec la boîte de base, tu as 5 phases qu'il faut respecter, qui ont à chaque fois des critères où tu peux rajouter des conditions
dedans. Nous, quand on y jouait, à un moment, on avait même des process qui tenaient sur plusieurs pages pour dire s'il y a ça, alors s'il n'y a pas un signe des anciens sur le machin, sur le lieu, je ne mets pas de portail, mais je fais la phase de mythe ou pas, etc. C'était c'est très probablement, compliqué. je pense, un problème d'écriture des règles parce que après, maintenant, on est. Il y a beaucoup de choses. Ouais, mais maintenant qu'on a gagné, en fait, tout est très logique, ça se passe bien. On annonce pour la V2 une partie à 4 entre 3 et 5 heures. En vérité, c'est parce qu'on connaît bien les règles quand on joue ensemble. Ouais, c'est vrai. Tu mets 5 personnes qui connaissent pas du tout les règles, c'est pas la même chose. Mais c'est aussi quelque part ce qui en fait un peu le charme, très honnêtement. Oui, c'est un peu un jeu hardcore de ce point de vue-là, ouais. Je vais passer un peu parce qu'ils ont développé d'autres gammes en fait dans cet univers qui est l'univers d'horreur Arkham qu'ils ont développé en fait. Il va y avoir donc en 2011 ils vont sortir Mansions of Madness, donc les demeures de l'épouvante, qui est en fait une sorte de descente-like avec un maître du jeu qui va venir mettre un petit peu d'ambiance. Donc ce jeu, ils vont sortir une V2 après, un jeu que je trouve réussi mais qui a quelques écueils, notamment le fait qu'il y a un maître du jeu et du coup qui empêche le côté coopération et ambiance. Ils vont sortir une V2 en fait où ils vont remplacer le maître du jeu par une application tablette. Donc je n'y ai pas joué, mais a priori ça élimine tous les problèmes d'ambiance et ça marche plutôt bien. Ils ont sorti ensuite le Signe des Anciens en 2012 que je ne connais pas, j'ai jamais joué, qui est a priori une sorte de Yams un peu élaboré. On a également les Contrées de l'horreur en 2013 qui ressemblent beaucoup, donc je vous ai dit une dernière extension de la V2 en 2012. 2013 et Contrées de l'horreur, ça ressemble beaucoup à une sorte de reboot d'horreur Arkham en plus light. Ouais, tout à fait. Les parties, je pense que vraiment ils ont fait les Contrées de l'horreur pour avoir un jeu qui ne décourage pas les nouveaux joueurs, notamment en temps de jeu et en complexité de règles. Après, il paraît que, moi, j'ai pas joué à ces versions-là, étant vraiment sur la partie horreur Arkham V2, mais il paraît que ça rendait les parties un peu faciles aussi, un peu trop faciles. Ouais, un jeu qui a pas mal marché, ils ont fait 4 grosses extensions, 4 petites, mais on sent qu'ils ont, c'est un truc qu'ils vont un peu laisser tomber après, donc probablement qu'ils vont retourner sur horror Arkham en fait après, et en essayant d'autres voies. Juste pour dire que dans les demeures de l'épouvante et dans les Contrées de l'horreur, on trouve les mêmes aventuriers avec un peu les mêmes thématiques. Oui, tout ça, c'est brassé. Il y a certains protagonistes des romans qui sont connus, surconnus, et ils ont tendance à les réutiliser, mais c'est bien. Et une charte graphique aussi qu'on va retrouver avec une iconographie. Tout ça, en fait, ça développe vraiment l'univers. On est vraiment dans un spin-off qui est très cohérent. Ouais, ça développe l'univers. Il y a un côté marketing quand même, faut pas l'oublier. Ouais. Moi, je pense aussi à au Pandemic Toulouse, qui est pas si mal que ça d'ailleurs, qui est même plutôt pas mal, mais ça a été extrêmement dérivé. Lovecraft a été décliné à mort en jeu, mais là, on est vraiment dans dans la gamme FFG des jeux Lovecraft FFG qui partagent cette même charte graphique, ces mêmes protagonistes. Alors, on sent la convergence effectivement avec tous ces éléments. On retrouve systématiquement les mêmes investigateurs, etc. Et là, dans la V3, on va en parler après, mais on retrouve même les mêmes jetons en fait de jeu, les mêmes types de mécanismes. Ouais, donc ensuite il y a un événement important pour moi, c'est l'arrivée du jeu de cartes du JCE, donc jeu de cartes évolutif Horreur Arkham en 2016. Donc un jeu où on construit des decks, donc toujours pareil avec les personnages bien connus, et où on va suivre en fait des scénarios. Donc il y a des decks d'aventure avec des lieux, des événements. Un jeu très narratif, très narratif, et donc un peu sur la base de ce qui a été fait pour le Seigneur des Anneaux, pour Donjons et Dragons, donc des jeux de cartes évolutifs où on achète après des aventures, des nouveaux decks qui nous donnent d'autres possibilités pour construire notre deck de personnages. Il paraît qu'il est très très qualitatif. Moi, c'est tous les retours que j'entends. Je serais ravi de jouer. En tant que consommateur, je boycotte le jeu, mais en tant que joueur, je joue avec grand plaisir. Écoute, c'est une véritable tuerie. Pour moi, c'est une grosse réussite. J'y ai beaucoup joué. Je l'ai beaucoup pratiqué aussi en solo. C'est un jeu qui marche très bien en solo. Qui se joue très bien à 2, 3, jusqu'à 4 et qui a d'énormes qualités narratives. Réellement, qui se joue très bien jusqu'à 3 ou 4, mais c'est une des raisons pour lesquelles moi je boycotte ce jeu, c'est que pour y jouer à 4, il faut acheter 2 fois la boîte de base. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, si tu achètes qu'une boîte de base, si tu as une campagne ou 2 campagnes, tu as ce qu'il faut pour jouer à 4. Sur la boîte, c'est lance 2 joueurs quand même.
Oui, non, c'est bien ce que je te dis. Si tu veux jouer à plus de 2, il faut plus que la boîte de base. Tu peux acheter les campagnes suivantes et ça te donnera des cartes pour jouer à 3 ou 4. Une boîte de base, c'est quoi? C'est 35-40 balles à peu près? Elle est pas très chère, elle coûte 35 €. Ouais. T'as de quoi jouer déjà, il y a 3 bons scénarios dedans, de quoi faire des decks. Bon, effectivement, après, le jeu est assez hors de prix. Si on veut une campagne complète en ajout, c'est une centaine d'euros. Ouais. C'est très cher, mais c'est vrai qu'en termes de sensations, c'est une très grosse réussite pour moi. Moi, j'aurais aimé qu'ils fassent une version à 45 €, 4 joueurs, ça m'aurait paru pour le coup très raisonnable. Après, c'est vrai que le matos c'est beau, les illustrations sont belles, c'est un univers qu'on affectionne et a priori, c'est une vraie réussite. Oui, tout à fait. On est dans le jeu extrêmement difficile, punitif. Et pour avoir joué, pour donner mon petit retour, effectivement, moi j'ai trouvé ça assez immersif. On est sur quelque chose de plus local, on est sur du déplacement parfois dans une maison, etc. Mais le côté immersif est bien rendu. Après, c'est vraiment... c'est vrai que quand tu te dis que c'est que des cartes entre guillemets, parce que c'est quand même du très bon matériel, très belles illustrations, tu te dis le prix peut sembler excessif. Et des cartes qui est l'éditeur historique de... Et on rebondit bien. Sur nos pattes. Dire des cartes, tu mets des Panzani, mais on n'est pas très loin. Et du coup, on tombe sur la V3. Et pour moi, Benoît, je vais te laisser la main, mais pour moi, c'est clairement une sorte de tentative de réutiliser ce qui marchait très très bien sur ce jeu de cartes évolutif pour faire évoluer la gamme Horror Arkham sur ce jeu. Donc Horror Arkham V3. Oui. Alors oui, ils ont repris où ils étaient déjà dans quelque chose de convergent entre ces différents jeux, parce que là, les 3 qui est sorti en 2018 avec le même éditeur que la V2, se joue de 1 à 6 joueurs maintenant, un peu moins. Et là, on a beaucoup de changements par rapport à la V2. On est clairement sur un Horror Arkham parce que tu as le plateau, tu as les investigateurs, tu as tes objets, tu as tes rencontres, etc. Mais tu as des choses qui vont disparaître. Au profit, par contre, d'un côté scénarisé, effectivement, qu'on retrouve dans le jeu de cartes, très poussé. Assez poussé. D'ailleurs, dans la boîte de base, pour dire, il y a 4 scénarios. Ce qui est pas mal. Moi, j'en ai fait 3. En termes de rejouabilité, je pense que c'est quand même bon. Il y a quand même pas mal de surprises, même si tu refais le scénario. Pour présenter un petit peu les changements. Déjà, c'est un plateau modulaire, donc on va avoir des hexagones qui vont représenter le quartier avec les 3 lieux à l'intérieur. Donc, à chaque scénario, finalement, on a une disposition du plateau qui va évoluer, qui va changer. On retrouve c'est un peu la grande nouveauté. Le plateau est modulable, en fait, non ? Oui, tout à fait. Du coup, d'un scénario à l'autre, tu vas changer. Ils sont reliés par des zones de rue, en fait, qui permettent d'interconnecter les différents quartiers. C'est vraiment pas mal foutu de ce point de vue-là. Ça permet de pas avoir un plateau fixe systématiquement qu'on connaît par cœur, etc. C'est pas mal fait. Par contre, tu n'as pas direct. Ce qui choque sur le plateau, c'est que t'as pas les autres dimensions sur le côté. On est habitué à la V1, la V2 à avoir son lot de dimensions sur le côté où on a nos 2 rencontres à faire pour aller explorer le portail, ressortir du portail et fermer le portail. Ça, c'est plus les conditions de victoire, en fait. Oui, mais je vais te dire, je trouve que c'est pour le coup pas mal. Moi, quand j'ai joué à V3, un des trucs que j'attendais, c'était l'optimisation du temps de jeu. J'étais un petit peu déçu là-dessus, mais j'ai pas tellement été déçu du fait qu'il n'y avait pas les autres mondes. Tout à fait. Ça apporte plus de cohérence aussi par rapport au scénario, parce qu'on n'est pas tout le temps obligé d'explorer 4, 5, 6 mondes qui n'ont rien à voir entre eux, quoi. C'est ça, et puis c'était laborieux. Moi, je rythme différemment le jeu aussi. On est plus sur une boucle. J'ai souvenir de joueurs, moi, qui tout de suite, première partie, se sont retrouvés aspirés dans les autres mondes. C'était dur pour eux, quoi. On est plus sur une boucle où je rentre dans les mondes, je sors, j'essaie de me stuffer. Là, en fait, on est rythmé par le scénario qui va se dérouler sur plusieurs cartes et donc on appelle le codex. Le codex, et qui va faire évoluer en fait l'environnement, en fait.
C'est ça. Et en plus, l'objectif, par exemple, quand tu choisis un scénario, tu ne le connais pas forcément. Tu ne sais pas comment gagner à la fin. Tu ne sais pas s'il y aura une bataille contre un grand ancien. Tu ne sais pas s'il y aura des choses à réunir, des objets à réunir, des personnages à combattre. Pour réussir, tu ne sais pas. Tu le découvres, en fait. Et le mécanisme, en fait, il s'appuie sur deux choses. Soit on trouve des pions indices, donc on va enquêter dans les différents lieux, on va faire des rencontres pour récolter des indices qui vont faire progresser positivement le scénario. Et à contrario, tu vas avoir ce qu'ils appellent le fléau, qui représente la menace en fait du mythe, qui va se répandre sur le plateau à chaque tour et qui va du coup influencer négativement le scénario. Plus il y en a, plus le scénario va basculer progressivement dans l'impossible à réaliser. Enfin, en tout cas, ce qui semble impossible à réaliser. Ouais, c'est le genre de truc sournois. En plus, quand ça grandit, tu te dis ça va. Finalement, ils nous en mettent pas trop. Et d'un coup, tu réalises que c'est trop tard. Et tu comprends pour la partie d'après. Et mécanique qui vient directement du jeu de cartes. Le fléau, il y a dans les jeux de cartes. En fait, il y a deux parties dans le scénar, dans le jeu de cartes. Il y a la partie que tu fais évoluer avec tes points d'indice, pareil. Et il y a la partie, on va dire, côté obscur du scénario qui évolue avec les points de fléau qui pop sur le plateau. Et contre lequel, on a une influence un peu c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. Il y a des mécanismes qui sont les mêmes, comme la canalisation. Je crois qu'il y a ça dans le jeu de cartes aussi. C'est-à-dire que maintenant, tu peux améliorer ta compétence, tu la canalises et tu ajoutes +1 avec cette canalisation à ta compétence. Je crois qu'il y a la même chose dans le jeu de cartes. Il n'y a pas ça, non. Mais ça remplace en fait la focalisation, je crois, du LAV2, hein, c'est ça. Où tu pouvais ajuster avec les tic-tac. D'accord, tu peux pas améliorer tes compétences dans le jeu de cartes, même temporairement. Tu peux les booster avec des cartes, mais c'est pas tout à fait la même mécanique. Oui, c'est ça, tu pouvais les booster avec des cartes, oui, tout à fait. Et là, du coup, tu as 4 phases pour la V3. Donc, l'objectif, quand même, qu'ils ont eu, je pense, dans le cahier des charges, c'était réduire le temps de jeu, essayer de passer à quelque chose de plus raisonnable. Et ils vendent le truc autour de 2-3 heures. Je pense que 2-3 heures. Mais alors, c'est comme ça qu'ils m'ont vendu la première partie, je me rappelle. Faudra qu'on essaie en maîtrisant bien les règles parce que j'ai quand même la sensation qu'on peut être moins long que la V2. Ouais, mais tout à fait. Je pense que les 2-3 heures sont atteignables avec des joueurs qui connaissent bien. Je pense que même 2 heures, c'est atteignable. Mais c'est la réalité, là, on en a fait une récemment. On a mis combien? 4 heures, je crois? 4 heures, Benjamin? Je sais plus la partie qu'on a fait. Ouais, 3h30, ouais. Enfin bon, bref, on est plutôt sur les 4 heures quand tu commences à découvrir le jeu, le scénario, etc. On sent quand même une optimisation un peu. Oui. Et je pense qu'ils ont survendu le gain de temps sur la V3. Mais on perçoit quand même une optimisation du temps. Parce qu'en plus, on parle de la V3 sans extension. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que les extensions vont pas forcément augmenter la durée de jeu, mais augmenter la rejouabilité et faire d'autres scénarios, parce que là, on est vraiment sur un modèle de scénario, je pense. Et ils ont simplifié un peu les phases. On retrouve la phase action où chaque investigateur peut faire 2 actions différentes. Puis après, c'est les monstres qui ont leur phase. Puis ensuite, la rencontre. Et enfin, la phase de mythe, et qui est là aussi rejoint par contre le jeu de cartes. C'est-à-dire qu'on a pu des cartes de mythe à piocher dans un énorme paquet. On a comment il s'appelle ça, un réceptacle du mythe, dans lequel tu auras un nombre de jetons qui sera déterminé au tout début du jeu et selon le scénario, et tu vas piocher dans cette quinzaine de jetons. Finalement, chaque joueur pioche 2 jetons et en fonction du résultat, fait un peu évoluer ce qui se passe sur le plateau. Peut-être sur nos avis à chaud, parce qu'on a fait 2-3 parties, hein, toi 3 plus nous 2. Moi, j'ai besoin de faire d'autres parties. J'ai la sensation on joue peu par rapport aux événements qui nous arrivent pour le moment, et besoin aussi de fluidifier avec notre connaissance des règles. Pour l'instant, pour moi, c'est un jeu très différent de la V2 et qui ne va pas le remplacer. Mais qui propose autre chose. Benoît ? Oui. Bah moi effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ne remplacera pas la V2. C'est-à-dire que moi, je vais continuer à faire des parties de V2. C'est clair. Je vais vous demander si je devais ramener la V2 ou pas pour la route du Rhum. Ouais, il faut prendre l'intégrale. Je crois que c'est obligatoire. Je crois que c'est pas mal. Si tu peux avoir la Miskatonic avec, c'est génial. Et non, mais par contre, moi j'ai adoré. Là, j'ai fait 3 parties différentes, 3 scénarios différents. J'ai adoré la partie scénario. Vraiment, je trouve que ça renouvelle le jeu à chaque fois que t'en fais une partie. Le plateau, les monstres, parce que
decks de monstres différents, les rencontres, le codex, ça te permet de faire vraiment évoluer au fur et à mesure. T'as vraiment l'impression de faire évoluer, d'enquêter, de progresser dans la connaissance du scénario au fur et à mesure que tu joues. La pression est bien retranscrite aussi par ce biais-là. Moi, je trouvais que le flow c'était pas mal. Et tu vis juste une aventure cohérente, et je trouve que le landing est assez de qualité. Quand tu sens que tu arrives à la fin, c'est plus une bataille contre ancien, mais généralement c'est de qualité, quoi. Xavier, ton point de vue sur la partie que tu as fait ? Ouais, moi j'étais très très ronchant à l'issue de la partie parce que effectivement personne n'y avait joué. Il faut remettre dans le contexte, on m'a vendu le jeu en me disant c'est la V3, on est tous très très grands fans de cette gamme de jeux, et on me l'a vendu comme ça va se jouer plus rapidement. Donc je m'attendais effectivement à une partie de 2 heures, 3 heures, et je crois que la première partie a duré 5 heures, un truc comme ça. Donc, j'étais déçu. Après, objectivement, j'ai l'impression que c'est une V3 qui est quand même plutôt réussie, qui remplacera pas effectivement la V2, mais si on remet dans le contexte, la V2 est bourrée de défauts également. C'est un gros système lourd, pas toujours cohérent. Je pense qu'on gagne en cohérence dans la 3e. J'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup plus de culturistes que de monstres, alors que dans la V2 on a tendance à avoir plein de monstres qui pop quand on voit un chien. Ouais, on a presque de la chance de cultistes, tu veux dire, peut-être. Non, culturistes, parce qu'ils sont plutôt costauds. On dit des portos et des culturistes. C'est baraque, ouais. Voilà. Donc moi je demande qu'une chose, c'est rejouer à la route du Rhum qui arrive maintenant que je sais à quoi m'attendre, pour avoir un avis un peu plus objectif. Donc, j'ai l'impression qu'on va jouer un peu à toute la gamme. Le matos de qualité, moi j'avais très très peur parce qu'évidemment j'avais suivi le jeu quand il était sorti, quand ils avaient fait des annonces. Je trouvais sur les images Google que le plateau ne m'enchantait pas, et je trouve qu'en fait c'est plutôt une réussite. Le plateau est réduit à son essentiel et ça sert plutôt l'ambiance en fait. Pareil, ouais. Je trouvais effectivement, j'étais dubitatif sur le plateau parce qu'il me semblait un peu simpliste et tout, moins grand que celui de la V2, et en fait, je trouve que ça sert bien en fait la mécanique de déplacement, d'exploration des lieux. Ouais, puis il y a des stratégies, on va vraiment mettre en place des stratégies d'évitement, de confrontation par rapport aux créatures qui sont là, qui ont plus de chances de nous tomber dessus, qui ont plus de chances de tomber sur les plus faibles, qu'on va devoir protéger, etc. C'est intéressant. Sur l'autre plateau, c'était assez aléatoire parce que le plateau était immense et il y avait vraiment des zones qui craignaient et d'autres qui craignaient pas, et ça pouvait changer en 3 tours d'un coup sans qu'on comprenne trop pourquoi. Là, il y a un peu plus de cohérence. Alexandre, toi qui n'as pas joué ? Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, est-ce que ça te donne envie ? Oui, ça me donne envie d'y jouer, bien sûr. Alors après, du coup, je pourrais pas trop te dire sur les 50 milliards d'extensions et les 3 versions. Bien sûr, j'ai envie de dire que j'ai envie de jouer à la 1, qui n'est pas disponible et que personne n'a trouvé. Mais ça, c'est juste parce que j'aime bien faire chier le monde. Et je pense... Réponds à cette question pour nos auditeurs. Oui. Est-ce que dans la V3, il y a du Ftagn ? Alors, il y a du Ftagn, il y a du Tekeli, il y a du Mftagn. Il y a du... Est-ce qu'il y a du Love Don't Let Me Go ? Alors il y a du Migo. Oui, il y a du Migo, mais il n'est pas aussi sympa que dans la V2, le Migo. Et comme dirait une chanteuse célèbre, Shut Up and Let Me Go. Pour conclure ce long dossier, mais qui était nécessaire. Alors, je veux juste rajouter un truc. Je veux dire qu'ils ont déjà sorti une extension pour la V3. Et en plus, il y a un jeu qui sort, je crois, cette semaine ou ce mois-ci, qui s'appelle Final Hour, et qui est dans l'univers, et qui en fait qui va durer 1 heure chrono, et qui se penche sur en fait la grande bataille contre le grand ancien, la dernière heure, en fait les derniers moments du jeu en fait. Mais en Lovecraftienne, c'est 2h30 en temps mortel. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu auras l'extension ? Est-ce que on peut l'annoncer déjà ? Écoute, je ne sais pas. Je la regarde du coin de l'œil. Elle rajoute en fait le double de cartes sur les rencontres, donc ça donne pas mal de random. 2 scénars, c'est pas impossible que je l'ai. Ouais. Je crois qu'on peut l'annoncer. De Vaste aura l'extension. Pour la route. C'est pas ce que j'ai dit. On va essayer de faire ça au montage. Tu couperas. En tout cas, je ferai jouer la V3 de base. On va pas décourager ceux qui voudraient essayer le jeu. Simplement, je ferai pas mal de V3 de base. Et on fera un spécial alert aussi. Et plusieurs spécial alertes. Aucun rapport, souvent. Ça met je fétiche, c'est pour ça. On va essayer de faire court pour la dernière partie. Donc, nous allons juste évoquer un jeu, je pense, qui sera sorti sur cette route du Rhum et qu'on voulait jouer depuis
plombe, Great Western Trail. Little cowboy. Banjo. Donc Great Western Trail, j'en ai entendu parler à peu près en même temps que Terraforming Mars. Je l'avais coché sur ma liste. C'était un jeu qui me faisait très envie. Ouais, super beau, gestion de troupeau, placement de jeu de gestion, des ressources, des trucs. Et des bonnes critiques, donc aux États-Unis parce qu'ils aiment les vaches et le Grand Ouest. Mais ouais, un jeu qui avait bonne presse et qui a été édité, donc j'ai craqué il y a pas longtemps en me disant que la route du Rhum approchait, fallait des nouveaux jeux, absolument. Donc on va pas se mentir, on a fait une partie, Alexandre. Oui, on a fait même, je dirais, une demi-partie parce qu'il était déjà minuit et demi, que Benjamin nous avait complètement enculé sur les règles, ce qui disait qu'il y en avait qui étaient avec une légère avance, avec les pouvoirs cheatés dès le début. Non, les mécaniques sont très, très, très sympathiques. Je pense qu'il y a effectivement un peu de maîtrise à faire dessus. C'est un jeu qui, en tout cas de ce qu'on a vu, a l'air de se jouer très agréablement, que ce soit 2, 3 ou 4 joueurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde, qui n'est pas donné à tous les jeux. Et oui, non, il y a un certain nombre de mécaniques diverses, que ce soit un petit peu de deck building. Peut-être pour résumer, on est un éleveur, on commence donc on va traverser le Grand Ouest. Pour le traverser, il y a un cowboy ou un cowboy. Non, on est un éleveur. Non, on est un éleveur. On est un gestionnaire vraiment. On va traverser le Grand Ouest. Il y a différentes routes en fait qui vont nous faire traverser le Grand Ouest. Donc il y a différents bâtiments des lieux qu'on va explorer, qui vont nous donner certaines actions. Là où on s'arrête, on aura un certain nombre de types d'actions disponibles. Il y a aussi des dangers qui vont nous fonctionner au début des sous et qu'on va pouvoir nettoyer petit à petit dans le jeu. Et arrivé à la fin, donc arrivé à Kansas City, au bout de cette route, on va vendre notre troupeau. Donc toute cette route, ça nous sert en fait à enrichir notre troupeau avec des nouvelles vaches, modifier notre main. La main de vache est importante. Et à la fin, arrivé à Kansas City, on la vend. Et on la vend à des villes, donc on va mettre les bestiaux sur les rails et on va les vendre ça à différentes villes le plus loin possible. Et on recommence. On va faire ça entre 5 et 7 fois. Et en fait, on a un petit plateau individuel devant nous qui, en fait, en vendant en visitant les villes, en faisant différentes actions, on va libérer de nouvelles actions sur le plateau. Donc chaque joueur va faire différents choix. On a également toute une section d'embauche parce qu'on va récupérer des ingénieurs, des cow-boys. C'est pour ça qu'on ne joue pas un cow-boy, on embauche des cow-boys. Et des artisans qui vont nous permettre de construire de nouveaux bâtiments, d'acheter... les cow-boys vont nous permettre de bichonner un peu notre troupeau. Et les ingénieurs vont nous permettre d'aller plus loin avec notre chemin de fer et d'améliorer les gares. Voilà, bon... Grosso modo, il y a plein de mécaniques imbriquées avec. C'est un jeu à point de victoire à la fin, quand même. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est dans la même catégorie, c'était le Terraforming Mars qui avait gagné le Trick Track d'or, si je dis pas de conneries. Mais il était dans les 3 finalistes, en fait. Moi, ce qui a fait la différence entre l'un ou l'autre, c'était le Terraforming Mars. On peut jouer à 5, mais effectivement, qualitativement, il a l'air d'être très, 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 très bien. C'est peut-être aussi un thème moins parlant que Terraforming qui est clairement dans l'air du temps et c'est peut-être un jeu un petit peu plus niche expert Great Western Trail. T'avais une question de maîtrise si tu veux t'as plus de contrôle, t'as un peu plus de contrôle dans Great Western que tu l'as sur Terraforming Mars. Terraforming Mars, on te demande, même si tu as une certaine connaissance à avoir des cartes et autres, tu joues avec les cartes qu'on te donne. Alors certes, tu peux... Ah, si tu joues en draft, ça change pas mal la donne quand même. Ah non, mais tu peux le jouer en draft là-dessus. Ah ben, je conseille vraiment de le jouer en draft d'ailleurs. Bon, mais je pense qu'on se fera un numéro Terraforming. Tu as des logiques de stratégie là où finalement les logiques de stratégie existent aussi sur Great Western, mais t'es plus sur un jeu, on va dire, qui m'avait l'air équilibré, là où tu es plutôt sur des mises en place de combos et de spécialisation de différentes mécaniques de jeu dans Terraforming.
c'est plus rare dans le terraforming de te retrouver avec quelqu'un qui est capable de gagner sur tous les tableaux, quoi. Mais bon. Voilà, donc un jeu que vous pourrez découvrir à la Roue du Rhum. J'emmènerai bien entendu ma boîte. Ça ne nous empêchera pas de faire des terraforming. Probablement. Je ne sais pas si la dernière extension de Terraforming sera sortie, mais c'est pas le. Je pense qu'on pourra reparler de Terraforming sur un autre podcast parce qu'à mon avis, il y a de quoi dire et on va peut-être parler de toutes les. On pourra parler de toutes les extensions. Ça pourrait être un sujet. Des spécialistes aussi. On a quelques spécialistes, effectivement. Ouais. Voilà, je pense qu'on est à peu près au bout de notre numéro. Mon compteur m'indique qu'on va pas péter l'heure, mais presque. Est-ce que vous avez un dernier mot, un petit mot d'humeur pour conclure cette émission? Ouais. Bisous, à bientôt. Il y aura peut-être un dernier podcast, on en discute encore avant la route du Rhum. Mais en tout cas, c'est très bientôt et on est tous ravis de... Ouais, on est super excités, hein. On est super chaud et... Ouais, on a hâte d'y être quand même. Alexandre, Xavier, merci pour votre présence. Benoît, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. C'était super de discuter de ce jeu qui est plein de promesses, je pense. Ouais, et qui nous a fait de belles heures ludiques aussi sur cette gamme. Ouais. C'est quand tu veux, Benoît, pour revenir sur ce micro. D'accord, merci. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook le Chemin de la Canne à sucre, sur Twitter @chemincanne. On a aussi donc j'ai un peu poussé le truc. On nous trouve maintenant sur Spotify et sur Deezer. Donc c'est hyper simple de s'abonner. Et sinon vous avez le flux RSS. Vous retrouverez sur Facebook. Si vous êtes des écouteurs de podcast et si vous voulez vous abonner au truc et recevoir les machins dès qu'ils sont publiés. Voilà. Bisous. Bisous, à bientôt. Ciao. Ciao. Salut, ciao.